Bonjour, je suis Sophie Paps de Famille Naturo. Bonjour, Anna Briclapi de Happy Ménagerie. Est-ce que vous sentez? Noël est dans l'air. Ça approche, mes enfants sont surexcités. Les tiens aussi? Pareil. Les décorations commencent à sortir, on sent que les cadeaux vont arriver. On a donc décidé de vous faire une petite vidéo sur Noël. Déjà, parce que c'est de saison. Et en plus, parce qu'il faut bien avouer qu'en consultation, les fêtes de Noël, c'est un sujet qui revient souvent. Chez toi aussi? Ouais, pas de prime abord, mais au fond, au Ouais. final, on y retombe souvent. Il y a des gens qui adorent cette période, qui adorent la magie, etc. et qui n'ont aucun problème avec. Pour certaines personnes, c'est pas si simple, c'est pas si évident Noël. Et on va voir avec vous aujourd'hui pourquoi c'est si compliqué, Mhm. pourquoi c'est si difficile, alors que finalement, tout le monde a envie que ça se passe bien. On va essayer de vous trouver des pistes pour que vous puissiez anticiper les dysfonctionnements habituels que vous trouvez à Noël et puis aussi des solutions pour les moments où c'est compliqué alors même que vous y avez déjà travaillé et que ben non voilà ça fonctionne pas. Oh merde, c'est Noël. C'est parti. Alors on va vous présenter maintenant les différents thèmes qui reviennent autour de Noël. On s'est rendu compte que la plupart des thèmes touchaient à nos valeurs et à la différence de valeurs les uns avec les autres. Oui. Elles touchent aussi au fait qu'on change de lieu. La plupart du temps, on va chez quelqu'un, voire on accueille beaucoup de monde et du coup on est dans un fonctionnement assez inhabituel et avec des personnes que l'on ne voit pas très souvent et avec lesquelles il faut cohabiter parfois plusieurs jours. Exactement. Et c'est loin d'être toujours facile. Alors pour commencer, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'il y a des très grandes attentes par rapport à cette fête. D'abord des attentes personnelles, Ouais. mais aussi de notre famille, alors en petit comité ou en plus grand comité, et surtout de la société. À Noël, il faut s'amuser, on est obligé de prendre du plaisir, c'est D'être une heureux. fête joyeuse, magique. Et malheureusement, si c'est pas le cas, on va forcément être déçu, et ça c'est compliqué. Et cette pression sociale, elle est d'autant plus importante quand on devient parent, parce que on veut transmettre ça, cette magie, cette joie à nos enfants. Et on tout n'y le monde arrive veut pas qu'on la forcément. transmette aussi. Tout à fait. Alors, on va maintenant écouter le témoignage de Julie, qui nous parle justement de sa déception en tant qu'adulte par rapport à Noël. Alors, moi, Noël. Noël, c'est aussi un sujet délicat parce que, en fait, j'adore la magie de Noël. J'ai envie de la vivre tous les ans. Pourtant, ça y est, j'ai 30 ans. Mais elle est jamais là. Elle est jamais au rendez-vous. Pourtant, j'ai une famille nombreuse. On se voit régulièrement. On fait ça en famille. Mais il y a toujours quelque chose qui va faire que la magie n'est jamais au rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur pour moi. Parce que, justement, en fait, on fait tout un pataquès autour de Noël et de la beauté. On voit plein de films de Noël où ça se passe super bien. Et la douceur familiale qu'on attendrait du coup à ce moment-là, comme si on pouvait mettre tous nos problèmes en pause et que ce soit justement le moment, elle n'est pas là. Et du coup, c'est en ça que pour moi, Noël, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie réellement. Alors que tout ce qui est préparation et tout ce qui va avec la magie, c'est pourtant quelque chose que j'adore. Donc c'est complètement en contradiction et en même temps ça prend beaucoup de sens. Et je sais que ça prend du sens parce que c'est la famille qui fait ça. Et j'aimerais vraiment que ce soit différent. Et je pense que là, c'est en devenant maman que je vais pouvoir reconstruire peut-être une nouvelle tradition, ça j'espère. Parce que j'ai bien vu que quand mes frères sont devenus papa, ça n'a pas changé les choses. Il y avait toujours... ça a changé les choses au niveau pratique, mais ça n'a pas changé les choses au niveau de ce qui s'est dégagé de Noël en famille. Merci Julie pour ton retour Merci. et ton témoignage sur le fait que Noël ne soit pas toujours facile à vivre. On va vous proposer maintenant une liste non exhaustive de sujets autour desquels Noël peut être difficile à vivre. Alors pour établir cette liste, d'habitude on se base beaucoup sur les livres, les ouvrages, etc. Et là en l'occurrence, on n'a pas trouvé beaucoup d'ouvrages autour de la bienveillance et de Noël. De fait, on est parti
sur nos expériences personnelles, Ouais. mais aussi des témoignages qu'on a pu recevoir, et également, et bien sûr, nos consultations. Exactement. Exactement. Le premier sujet qui revient, qui est un sujet important, qui n'est pas spécifique à Noël, mais qui revient de manière assez présente, c'est ce qui concerne la politesse et le respect, notamment aux aînés. Mhm. La politesse, le dire bonjour, dire merci, et qui n'est pas forcément fait de la même manière selon les familles, pas avec le même rythme ou avec la même intensité, on va dire. Et les mêmes projections derrière. Qu'est-ce que le respect? C'est une vaste question. Est-ce qu'il faut que ce soit automatique ou est-ce qu'il faut que ce soit dit avec le cœur? Et se pose, quand on est dans la parentalité bienveillante, cette question du bisou, du contact physique. Est-ce qu'on va obliger nos enfants à faire un bisou pour dire bonjour, pour dire merci, ou est-ce qu'on leur permet de le faire sans contact physique? Parce que ça reste une violence éducative ordinaire, on appelle ça comme ça, le fait d'obliger les enfants à faire ces bisous alors qu'ils n'en ont pas envie. Et il faut avouer que même en tant qu'adulte, il y a des gens à côté, avec lesquels on n'a pas envie forcément d'avoir du contact physique. Et c'est pas parce qu'ils font partie de notre famille qu'on est obligé de le faire. Et on connaît toute l'importance du respect du corps dans le développement de l'enfant par rapport à sa sexualité future, par rapport aux dangers potentiels qu'il peut y avoir autour de ça. Et c'est vrai que c'est paradoxal finalement, même si on fait très attention à ça, de laisser ce côté, cette obligation de faire un bisou alors qu'on n'en a pas envie. Et puis bon, là on parle de respect de l'enfant à l'adulte, mais finalement, si on veut leur inculquer le respect, quoi de mieux que de commencer par les respecter eux, et ça me paraît une bonne base. Exactement, on sait très bien que l'enfant apprend par mimétisme essentiellement. Le repas, autre sujet. Oui, un autre gros sujet, le repas. Alors il y a plein de choses qui vont tourner autour du repas. On a d'abord la nourriture. Qu'est-ce qu'on sert à ce repas de Noël? Alors on sait, il y a des plats qu'ils doivent absolument s'y trouver pour certaines personnes et qui ne sont pas si simples finalement pour d'autres. On peut par exemple être végétarien et ne pas avoir envie de manger du foie gras, ou même si on ne l'est pas, considérer que c'est une torture pour les animaux. Les enfants ne sont pas toujours fans d'huîtres. Le saumon fumé, ça peut passer ou pas. Donc c'est un peu compliqué de trouver une nourriture qui convienne à tout le monde. On peut aussi avoir des intolérances alimentaires, on peut avoir des préférences, des convictions. Des convictions, exactement. Véganisme, végétarisme. Oui. Et puis, il peut y avoir la qualité de la nourriture aussi. On peut avoir envie de manger peut-être un petit peu moins en quantité, mais de faire attention à la provenance des aliments, à leur qualité biologique ou pas. Ou au contraire, on peut préférer faire bonbons, avoir énormément sur la table, parce que c'est vraiment un jour particulier et spécifique et on veut faire plaisir à tout le monde. Et dans ce cas-là, on va se dire, mais pour y arriver, on va diminuer un petit peu la qualité de chaque produit. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est comment se tenir à table. Alors on retrouve un petit peu le sujet de la politesse, avec le fait de ne pas mettre les coudes sur la table, de manger avec des couverts proprement, d'utiliser sa serviette, de ne pas couper la parole, de ne pas être insolent. Ça aussi c'est important. Pour certains adultes, le fait qu'un enfant donne son avis ou réponde de manière un peu trop vive ou enjouée ou trop libre peut être considéré comme une forme d'insolence. Et c'est pas facile pour les enfants de rester par exemple plusieurs heures à table sans pouvoir trop bouger, à devoir attendre avec des plats qui leur plaisent plus ou moins. Il faut pas faire trop de bruit non plus. Ça. Enfin voilà, tout ce qui tourne autour du repas, c'est compliqué. Et puis on a un troisième point, pas des moindres, qui est l'allaitement. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en tant que maman d'allaiter. Si c'est le cas, vous savez qu'il y a des gens qui ont du mal à avoir une maman en train d'allaiter. C'est compliqué parce que il se trouve que pour eux, c'est une forme d'agression, c'est une atteinte à leurs besoins de pudeur et d'intimité. Et c'est pas facile parce que quand on est maman, on allaite tout le temps. On va pas arrêter parce que c'est le soir de Noël. Et puis surtout, c'est d'autant plus compliqué. Généralement, les 2-3 premiers mois, ça passe à peu près. Mais si on passe après un allaitement long, on commence à avoir des regards jugeants et parfois même des paroles. Et moi, j'ai eu en consultation une maman, par exemple, qui avait été reléguée dans une pièce à l'extérieur du temps de repas pour allaiter.
à chaque moment où elle avait besoin d'allaiter son petit qui avait 8-9 mois. Et si vous avez allaité, vous savez qu'un enfant à 8-9 mois au moment du soir, en fait on a la farandole des tétés qui est un moment un peu spécial où l'enfant tète très régulièrement. Donc elle s'est retrouvée très régulièrement dans une pièce, la chambre d'amis, exclue du dîner familial parce que l'allaitement choquait certaines personnes. Donc elle n'a pas du tout pu profiter. Ah, elle n'a pas profité du Noël. Non, mais pire que ça, elle s'est sentie carrément exclue. C'était assez difficile à vivre. Et voilà, et on parlait des besoins, quel est le besoin qui est prioritaire là-dedans, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a des besoins prioritaires, on verra après, ou est-ce qu'il faut essayer de trouver des solutions pour que chacun se sente bien? C'est pas simple. C'est pas simple. On a aussi en questionnement cette histoire de Père Noël. Là, le Père Noël. Vraiment dans le cœur du sujet. Le Père Noël se pose la question de nos enfants, y croient-ils ou ils n'y croient pas? Est-ce qu'on le leur a fait croire ou pas? Typiquement, toutes les deux, on a fait le même choix de vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas jamais fait croire au Père Noël à nos enfants. Mais de fait, la plupart des personnes, lorsqu'on exprime ça, vous disent « Oh, mince, et la magie de Noël, les grands fous !» Ah oui, ça c'est la grande peur de la magie, de la perte de la magie. Mais vous ne leur faites pas... Ok. Ils comprennent bien et très vite, et vous, je pense que de l'autre côté de l'écran, vous allez comprendre que le problème est, et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai pas fait croire au Père Noël, c'est le mensonge. J'ai pas envie de mentir à mes enfants, même pour quelque chose de très festif, très joyeux, je suis dans l'incapacité de le faire. Donc voilà, pour moi c'était assez naturel de ne pas leur faire croire au Père Noël. Mais on me dit souvent, ok, le mensonge. Mais et la magie? Et pourquoi est-ce que la magie devrait être corrélée à quelque chose qui n'existe pas? Ça, je ne comprends pas. Moi, je vois par exemple mes 2 enfants sont complètement fans de Harry Potter. Oui. Si je leur mets une baguette dans les mains, un costume, c'est une joie infinie à la maison. Ils savent très bien qu'Harry Potter n'existe pas. Et je pense honnêtement qu'ils auraient autant de plaisir à voir Harry Potter qu'à voir un Père Noël. C'est donc bien que la magie de Noël peut exister sans le mensonge, en tout cas sans faire croire au fait que c'est un personnage qui vient distribuer les cadeaux. On la retrouve avec tous les personnages de Disney aussi. Mais oui. Et quels avantages, quels inconvénients à ne pas faire croire au Père Noël? Bonne question. Les avantages, c'est effectivement qu'on ne ment pas à notre enfant, qu'on n'a pas à lui expliquer qu'on lui a menti au bout de 6 ou 7 ans parce qu'il se pose quand même la question. En inconvénient, et parce qu'il y en a, c'est que c'est quand même un peu compliqué avec l'école ou les autres membres de la famille du même âge qui eux croiraient au Père Noël. Il faut arriver à jouer des coudes pour savoir comment agir dans ces moments-là. Moi, j'ai pas eu de problème. Je sais pas si toi, tes enfants ont rencontré des problèmes. Non, je crois que je me souvienne en tout cas. Mais bon, on peut vraiment imaginer que ce soit compliqué pour un enfant de tenir sa langue et de dire non, le Père Noël n'existe pas. C'est une question de respect. Voilà, on leur explique que c'est important qu'ils respectent aussi ce besoin des adultes de faire croire au Père Noël et les enfants d'y croire. Et puis, il y a autre chose que vous rangerez dans les avantages ou dans les inconvénients. Clairement, nous, on le range dans le côté des avantages. C'est qu'on ne peut plus faire de chantage au Père Noël. Le chantage au Père Noël, vous savez, c'est ce petit système qui, à partir de novembre, globalement, permet à une majorité des adultes autour de vous, voire peut-être même de vous, de dire mais si t'es pas sage, le Père Noël, il passera pas. Ou si t'es pas sage, t'auras pas le cadeau que tu as convoité. Et ça, de fait, quand les enfants ne croient pas au Père Noël, il faut voir la réalité en face, c'est pas possible. Alors moi, je rajouterais un énorme avantage de ne pas faire croire au Père Noël, c'est que les enfants peuvent participer à la fête de Noël, à la magie. Ils peuvent eux-mêmes faire des cadeaux. Mes enfants adorent me faire des cadeaux à leur papa, faire des cadeaux à leurs grands-parents. Ils sont très très fiers de montrer leur petite production. Et ça, je trouve ça triste en fait de ne pas pouvoir leur permettre de faire ça. Ils sont actifs dans la magie de Noël, alors que quand on leur fait croire au Père Noël, finalement ils sont très passifs. C'est vrai, et moi je vis exactement la même chose.
J'ai un petit garçon qui adore faire les cadeaux, qui adore les fabriquer, mais qui adore aussi les choisir avec nous dans les magasins lorsqu'il faut acquérir quelque chose pour l'offrir. Il est enthousiaste à l'idée de le faire, il adore emballer les cadeaux avec nous, il trépigne d'impatience avant qu'on puisse offrir telle ou telle chose à ses grands-parents ou à son père. Donc clairement ça c'est un avantage et c'est même presque à l'envers. Nous on se pose la question de se dire mais pourquoi les autres n'en font pas profiter leurs enfants tellement c'est chouette. Et nos enfants donc se construisent en fait leur propre magie à partir de ce qu'ils savent qui est irréel, mais ils se l'approprient selon leurs besoins et ils participent vraiment à cette fête de manière active. Et ça c'est chouette. C'est pas pour ça que mon fils ne me demande pas un verre de lait et un morceau de gâteau pour que si jamais le Père Noël passait, il puisse se restaurer. Alors, on a parlé du respect et de la politesse. Oui. On a parlé des repas, on a parlé du Père Noël, et maintenant on va parler des cadeaux justement. Alors, les cadeaux, oui, Noël, c'est les cadeaux. Pour certains, c'est l'abondance de cadeaux. Pour d'autres, au contraire, qui sont un petit peu critiques vis-à-vis de la société de consommation, ça peut être compliqué, cette abondance de cadeaux. On va donc avoir une différence entre chaque membre de la famille, entre combien de cadeaux, alors quelle taille ils peuvent avoir, quel prix on met dedans, leur provenance, est-ce qu'ils sont éthiques, est-ce qu'ils ne le sont pas. Ça véhicule énormément de choses, le cadeau. Généralement, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on y met de l'amour et on a envie, on a besoin que la personne en face reçoive cet amour et nous le fasse ressentir. Et tout ça, tout ce qu'il y a derrière, ça peut mettre beaucoup de pression et beaucoup de tension en fait. Et puis aussi, on peut avoir un problème au niveau du respect ou du non-respect de nos valeurs dans le cadeau. Si par exemple, vos grands-parents, les grands-parents offrent une tablette à vos enfants alors que vous n'en voulez pas, on vous invite à revoir notre vidéo sur les écrans, ça peut provoquer des tensions et des difficultés. Ouais, c'est vrai que je connais toujours en consultation, j'ai eu des parents qui m'ont dit que leurs propres parents ou beaux-parents faisaient exprès à Noël d'offrir des cadeaux que eux-mêmes n'achetaient pas en disant puisque de toute façon tu n'en achètes pas, moi je vais le faire, en faisant fi de leurs convictions personnelles, de leurs valeurs, etc. C'est pas facile. C'est pas évident. Non, c'est pas simple, vraiment. Parce que quand on se retrouve avec des différences comme ça, de vision de la vie, c'est compliqué de pouvoir les mettre en place à un moment aussi particulier que Noël. Et alors, pour terminer sur ces cadeaux, il y a aussi quand est-ce qu'on les offre. Au niveau de l'organisation de la soirée, ça peut vraiment être compliqué. Certains préfèrent le faire le 24 au soir, d'autres préfèrent attendre le 25 au matin. Et là aussi, on a parfois des tensions qui se cristallisent autour de ça. Quel est le meilleur moment pour offrir les cadeaux? Est-ce qu'on les ouvre tous d'un coup rapidement? Est-ce qu'on y va à petite dose, doucement? Est-ce que les enfants commencent? Est-ce que les parents commencent? Il y a plein de versions. Pour conclure, on se rend compte que la plupart des tensions sont une question de valeurs. Les valeurs des uns, les valeurs des autres. On va, de fait, puisque nos valeurs ne sont pas respectées ou que l'on ne respecte pas les valeurs des autres, on va ressentir, ou les autres vont ressentir, une certaine forme de violence. Oui. Et c'est cette violence qui est évidemment de fait mal prise et qui va générer les frustrations et les crispations. D'un côté, nous, on va pouvoir voir une forme de laisser-faire où les beaux-parents, les parents vont avoir l'impression qu'on laisse faire avec nos enfants. Nous, si on est particulièrement axé sur la bienveillance, et c'est notre cas, on va voir l'inverse, à savoir qu'on va trouver de la violence à l'égard des enfants qui ne sont pas forcément les nôtres, et du coup, ça va être difficile à vivre pour les uns et pour les autres, simplement parce qu'on n'a pas les mêmes informations et on n'a pas les mêmes valeurs. Et finalement, tout le monde se sent mal, alors qu'on voulait tous, au départ, se sentir bien, faire une fête de famille joyeuse, agréable et chouette, quoi. Oui. Et tous les comportements, que ce soit ceux des enfants ou des parents, sont jugés comme inadaptés, inappropriés. Et la question, c'est pourquoi? On voulait juste rajouter ce côté un petit peu paradoxal, finalement, d'une fête qui est considérée comme une fête pour les enfants, adaptée à eux, où vraiment tout le monde se met en cadre pour qu'ils se sentent bien. Mais on se retrouve avec une fête qui ne respecte absolument pas leur rythme et leurs besoins. Exactement. Et du coup, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas les enfants? Pourquoi on ne se respecte finalement pas les uns les autres? Pourquoi on n'arrive pas à en parler de ces sujets-là?
pourquoi on n'arrive pas à communiquer autour de ça. ce sujet. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Nous allons maintenant creuser en mode parent détective pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue derrière ces conflits autour de Noël, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a autant de tensions. Alors, une des premières raisons en fait qui nous vient à l'esprit, c'est que nous, parents qui avons des enfants et qui avons des parents qui sont les grands-parents de nos enfants, j'espère que tu as bien compris, j'ai tout suivi. Quand nous nous retrouvons chez nos parents pour y passer Noël, en fait, nous nous retrouvons dans une position d'enfant. Et nous nous remettons à rejouer ce que nous avons vécu enfant face à nos parents. Et ça, c'est pas toujours simple. Non. Ce qui se passe en plus, c'est que cette situation est cristallisée par le lieu où on se trouve. Elle va être beaucoup plus importante si ce sont nous qui allons chez nos parents pour y passer Noël, et si nos parents habitent encore dans le lieu de notre enfance. Alors que si nos parents viennent chez nous, ils vont moins avoir tendance à rejouer en fait ce rôle de parents qu'ils avaient, et ils vont avoir plus de facilité à accepter que nous soyons aujourd'hui des adultes. Et un peu différent. Exactement. Et puis c'est très compliqué d'être nous, enfants de nos parents, d'être dans ce mécanisme, et d'être en même temps les parents de nos enfants. Tout à fait. Et là, déjà, c'est un peu... Donc on a plein de choses qui se jouent, et ce qui se passe, comme dans chaque relation en fait, qui est un petit peu dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est vraiment responsable en fait. Chaque individu est en partie, en tout cas, et de manière très inconsciente, responsable de la situation comme elle est, à moitié. C'est-à-dire que nous, parents, on accepte finalement d'être traités à nouveau comme des enfants par nos propres parents, et nos propres parents acceptent finalement de reprendre ce rôle, de nous redire ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit vivre, de critiquer à nouveau notre manière d'être parce qu'ils pensent mieux savoir que nous ce qui est bon pour nous, et finalement ils laissent un petit peu de côté ce rôle de grands-parents qu'ils devraient habituellement avoir et qu'ils ont plus de facilité à avoir dans un autre contexte. Ou quand on n'est pas là. Exactement. Il peut y avoir du mal à lâcher prise, par exemple. Il peut y avoir aussi la peur de vieillir qui peut arriver un petit peu pour s'immiscer là-dedans. Et puis, il y a toute cette idée du respect qu'on doit aux aînés, du savoir qu'ils ont, parce qu'ils ont plus d'expérience, etc. Et qui se joue à cet endroit-là et qui peut être un petit peu compliqué. Et leur envie de transmission aussi. Tout à fait. Ils peuvent avoir envie de nous transmettre quelque chose. Et ça peut être compliqué pour eux de voir que nous, finalement, nous transmettons d'autres valeurs à nos enfants. Parce qu'ils peuvent le vivre comme un échec ou comme un rejet de notre part. Exactement, oui. Autre chose qui complexifie la donne, c'est que on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, ça tout le monde connaît l'adage, mais concrètement à Noël, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne une situation dans laquelle on est avec des individus qui font certes partie de notre famille, qui peuvent être nos parents, nos frères, nos sœurs, mais c'est pas pour autant parce qu'ils nous ont élevés ou parce qu'on a grandi avec qu'on s'entend bien et qu'on a les mêmes valeurs. On peut, mais c'est pas obligatoire. Et si on ajoute à ça les cousins, les membres de la famille que l'on a épousé ou avec lesquels on est en concubinage, et qui plus est s'ils ont une famille étendue, bah, ça devient très complexe puisqu'on se retrouve en vase clos avec des gens avec lesquels globalement on peut n'avoir absolument aucune affinité. Et je dis ça pour être poli. Et finalement, on a presque une notion d'obligation qui va être là, qui va surpasser la notion de plaisir qu'on recherche. Complètement. Et puis du coup, on va se retrouver dans une situation où la plupart du temps, on va avoir l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être écouté dans qui on est, dans ce qu'on véhicule, dans nos valeurs, dans notre manière de penser. Et ça, c'est particulièrement vrai si on a fait un choix un petit peu tranché dans notre manière de fonctionner. Je pense aux véganes, aux végétariens, aux personnes qui sont baignées dans l'éducation bienveillante, comme c'est notre cas, parce que ça irrite les personnes qui sont dans la norme et elles n'ont de cesse que de nous réexpliquer comment il faudrait qu'on fonctionne, tandis que nous n'avons de cesse de nous justifier. Et c'est extrêmement fatigant et usant de devoir se justifier toute la journée. Exactement, c'est épuisant de nager à contre-courant. Tout à fait.
Alors, ce qu'il se passe en fait, donc on a vu, il y a beaucoup de cas où les besoins de chacun ne sont pas entendus et ils sont plus ou moins annulés. Donc on peut revivre en fait des choses où, des schémas finalement, où on se retrouve avec des jalousies parce que tel frère ou telle sœur finalement est plus entendu ou plus écouté dans ses envies par rapport à Noël. Et si nous réagissons d'une manière excessive, dans ce cas-là, c'est que se met en place quelque chose qu'on appelle la mémoire traumatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire traumatique ? On va vous en parler de manière très brève parce qu'on n'a pas le temps de faire une thèse sur le sujet. Mais la mémoire traumatique, c'est l'idée que quand on vit quelque chose, une expérience, que ce soit comme enfant ou comme adulte, et que cette expérience est assimilée, accompagnée d'une émotion qu'on va dire perturbante. Alors que ce soit la colère, la tristesse, la peur, le dégoût ou que sais-je d'autre en fait. Elle va être emmagasinée au niveau de notre cerveau à 2 endroits, au niveau de l'hippocampe et au niveau de l'amygdale. Et puis, on peut perdre en fait tout souvenir de cette expérience. Oui. Ou en avoir qu'un très vague souvenir et pas être capable finalement de se rappeler qu'on a vécu quelque chose qui a été plus ou moins stressant ou voire traumatisant pour nous à l'époque où on l'a vécu. Puis quelques semaines, quelques mois, quelques années après, pour une raison ou une autre, notre mémoire traumatique va être réappelée à la surface. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va peut-être sentir une odeur ou entendre un mot ou alors revivre une situation qui est similaire à celle qu'on a vécue précédemment. Et notre corps va faire ressortir, rejaillir l'émotion d'une manière un peu explosive et totalement excessive, un peu comme un volcan. Et on va être incapable de réagir de manière rationnelle et sereine avec notre cortex, et notamment la partie orbitofrontale qui, elle, est censée être là pour pouvoir réfréner justement ces émotions au niveau de l'amygdale. Ce qu'on arrive à faire la plupart du temps, sauf quand il y a la mémoire traumatique. Exactement. Là, on perd un petit peu tout contrôle. Et cette mémoire traumatique, elle est là toutes les fois où vous vous rendez compte que vous réagissez, que vous surréagissez de manière excessive. Et on va justement entendre le témoignage de Magali qui nous parle de sa mémoire traumatique et de Noël. Noël, sujet très délicat pour moi. Je n'aime pas Noël. Enfin, c'est pas Noël que j'aime pas, c'est plutôt ce que ça me rappelle. Ça me rappelle des périodes délicates de mon enfance, des repas de disputes entre mon père et son frère, entre mes parents. Ça me rappelle voilà, une enfance avec de la violence. Ensuite, après la séparation de mes parents, ça me rappelle des Noëls seuls avec ma mère et ma grand-mère, de la tristesse, du vide. Et du coup, c'est une période vraiment délicate pour moi, où je me culpabilise parce que j'ai 2 enfants qui adorent cette période, bien sûr. Marie aussi, qui aime bien. Et tout le monde est... Enfin, tout le monde. La plupart des gens sont en joie, préparent ça, sont contents. Enfin bon, tout est positif. Et moi, qui ai tout pour être heureuse, je ne suis pas heureuse à Noël. Et du coup, ça me culpabilise énormément. Et j'aimerais vraiment trouver des solutions pour essayer de mettre table rase sur ce passé, que ce soit que des souvenirs et que ce ne soit pas encore douloureux, comme ça peut l'être à chaque année. Merci beaucoup Magali pour ton témoignage et ton retour sur la mémoire traumatique. C'est pas forcément facile à identifier. Et c'est pas facile non plus à accepter. Complètement. Quels exemples de mémoire traumatique on peut vous expliquer autour de Noël ? Par exemple, on a tout ce qui est autour de la liberté vis-à-vis des enfants, ce qu'on leur laisse faire, pas faire. Est-ce que vous aviez le droit de mettre les coudes sur la table ou pas ? Est-ce que globalement vous allez la voir à chaque fois que vous allez avoir envie de dire à vos enfants « n'en fais pas ça !» sans avoir la conscience de la raison pour laquelle vous demandez à votre enfant de ne pas le faire. Ça peut être une difficulté aussi à remettre en cause votre éducation. C'est pas toujours facile d'admettre qu'on a été éduqué d'une manière qui nous a blessés ou qui nous a altérés en quelque sorte.
Néanmoins, ce qu'on voulait vous faire partager aussi autour de ça, c'est que cette mémoire traumatique, c'est pas irrémédiable. Vous avez été programmé en quelque sorte comme ça à un moment donné de votre vie, mais vous pouvez complètement faire le choix de vous déprogrammer. Pour ça, plusieurs solutions. Vous pouvez essayer de le faire tout seul. C'est Mais compliqué. c'est très compliqué. Même moi, je sais comment faire. Je sais pas toi, si tu arrives à le faire par toi-même. Ça dépend des sujets. sujets. Parce que parfois, on a Ouais. des freins qui sont tellement importants finalement que ça ne fonctionne Voilà. pas. On a besoin d'un regard extérieur. Parfois, on y arrive avec des lectures, une grosse prise de conscience sur soi. Si vous avez l'habitude de faire du travail sur vous, ça peut fonctionner. Sinon, un regard extérieur, ça peut être un psychologue spécialisé sur le sujet, des consultants en parentalité Oui. mais qui travaillent dessus. Il faut vous assurer qu'ils connaissent la mémoire traumatique et qu'ils savent la travailler. Voilà, globalement, les personnes qui peuvent vous aider à travailler dessus. Et ce qu'on voulait vous faire passer comme message aussi sur le sujet, c'est que c'est à la fois long et à la fois assez rapide de travailler dessus. C'est rapide parce que finalement, une fois qu'on a abordé un sujet traumatique et qu'on l'a travaillé avec un professionnel, ça disparaît relativement vite, mais comme on a plein de facettes de mémoire traumatique, si on est bardé de mémoire traumatique, il va falloir un certain temps pour toutes les faire tomber. Exactement. Alors, en conclusion de de cette partie sur pourquoi autant de tensions autour de Noël, donc ce qu'on voit en fait, il y a plusieurs choses qui se jouent. On a cette mémoire traumatique dont on vient de parler, et puis on a toutes ces tensions qui sont quand même souvent liées à l'arbre généalogique et à ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire à des choses qui potentiellement se sont passées à 1, 2, 3 générations avant et qui continuent à se reproduire systématiquement aux générations en dessous. Par exemple, ça va être le cas classique du chouchou dans la fratrie qui est systématiquement l'aîné ou le deuxième ou le dernier ou la fille ou le garçon, et puis on reproduit ça parce que tout simplement on l'a vécu enfant, qu'on n'a pas réussi à avoir le recul pour se rendre compte qu'il y avait vraiment un problème, ou alors parce que même si on se rend compte qu'il y a un problème, c'est trop compliqué pour nous de faire différemment parce que ça voudrait dire remettre en question nos parents, ce dont on vient de parler. Ou travailler sur sa mémoire traumatique. Ou travailler sur ta mémoire traumatique, et on n'a pas eu la possibilité de le faire. Et puis donc on peut avoir toutes ces difficultés qu'on a à prendre la place et à laisser prendre la place. Et on voulait vous parler en conclusion d'un thème qui est un petit peu lié, qu'on appelle l'adultisme. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'adultisme, parfois vous connaissez le terme agisme. L'agisme, c'est une discrimination qui est due à l'âge, alors que ce soit vis-à-vis des personnes âgées ou vis-à-vis des personnes plus jeunes. Et l'adultisme, en fait, c'est plus ou moins une sous-catégorie de l'agisme, et c'est une discrimination qui est émise face aux personnes qui ne sont pas considérées comme étant adultes. Alors, tout simplement parce qu'on va dire que les enfants n'ont pas la capacité suffisante, soit intellectuelle, cognitive, soit potentiellement matérielle, physique ou matérielle, de prendre des décisions pour eux-mêmes, que ce soit au niveau de leur liberté de penser, de leur liberté d'agir, etc. Et donc, cet adultisme, souvent dans la société, on n'y fait pas tellement attention, on a tellement l'habitude de vivre comme ça, en fait, on ne s'intéresse pas spécifiquement à ça. Et donc là, on va le retrouver dans ces thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui. Et nous, quand parents, on se remet en position d'enfant vis-à-vis de nos propres parents, finalement, on retrouve cette histoire d'adultisme avec toujours les aînés qui savent mieux que nous ce qui est bon pour nous et qui savent comment est-ce qu'on doit passer Noël. Alors, c'est un thème, encore une fois, qui est peu évoqué, peu connu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on vous fera une vidéo dessus. Sinon, on vous mettra quelques livres en lien si vous souhaitez l'approfondir. Voilà, on va maintenant passer aux solutions. On fait des vidéos pratiques. Alors, allons-y, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour améliorer ces fêtes de fin d'année ? Il est maintenant temps de vous donner quelques pistes, comme nous le faisons d'habitude, essayer de vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Alors, encore une fois, ces solutions sont très générales, elles ne vont pas forcément fonctionner pour tout le monde. D'ailleurs, elles ne fonctionneront pas pour tout le monde, c'est sûr. Si vous avez besoin de conseils plus individualisés, n'hésitez pas à nous contacter. La première chose qui est vraiment importante, c'est d'essayer de voir est-ce que vous ne projetez pas un petit peu trop de choses sur ces fêtes de Noël, est-ce que vous ne vous mettez pas
trop la pression. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que vous essayiez de vous dire, bon, c'est vrai que c'est important, c'est vrai que la magie de Noël, c'est quelque chose de beau, peut-être que vous ne l'avez pas suffisamment ressenti quand vous étiez enfant et que vous aimeriez que vos enfants le ressentent aussi. Mais finalement, si on se met tellement de pression qu'on finit par ne plus apprécier la chose, c'est quand même dommage. On va pouvoir travailler, enfin surtout vous allez pouvoir travailler, on l'a déjà dit, mais sur la place dans votre famille. Est-ce que la place que vous avez aujourd'hui vous convient? Est-ce que le rapport que vous avez avec vos parents, avec vos frères et sœurs vous convient? Et sinon, pourquoi? Vous pouvez également réfléchir en lien avec cela à vos besoins. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous arrivez à les identifier? C'est pas toujours facile. Non. Et une fois que vous les avez identifiés, et notamment on va vous aider avec nos petits documents bonus, on vous mettra le lien en dessous de la vidéo, vous les aurez identifiés, se posera la question de comment vous allez pouvoir les exprimer. Et il se trouve qu'il y a plusieurs auteurs, et notamment Rogers et Rosenberg, qui ont travaillé sur la communication non violente, qui est une manière d'exprimer les choses de façon à être entendue. C'est une manière un petit peu étonnante quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser parce qu'elle semble mécanique, mais elle fonctionne plutôt assez bien. Alors, il faut quand même que l'interlocuteur en face soit aussi désireux, qu'il y ait un changement dans la relation. Mais c'est l'idée que, suivant les mots que vous utilisez pour faire part de vos besoins, il va y avoir une différence chez votre interlocuteur dans sa capacité à vous écouter. Et une fois que vous aurez défini vos besoins, vous serez en capacité donc de les exprimer et puis de proposer des solutions. Par exemple, si vous avez une alimentation particulière, vous êtes végane dans une famille qui aime bien manger de la viande, eh bien vous pourriez proposer d'amener le plat principal, de participer à la création des repas, Exactement. de faire un apéritif dînatoire. Pour les enfants aussi. Si les enfants n'aiment pas les escargots, les huîtres, les fruits de mer, etc., on peut tout simplement leur proposer d'avoir un repas en parallèle pour eux en même temps, qui n'est pas à attendre que nous, on ait terminé les huîtres pour qu'ils puissent manger quelque chose qui leur plaît. Ça leur permettra de patienter avec plus de facilité et tout le monde sera content. Si votre besoin ou le besoin de vos enfants est d'ouvrir des cadeaux le 24, mais que finalement votre famille préfère le 25, est-ce qu'une manière de trouver une solution, ce serait pas de pouvoir ouvrir un cadeau le 24 pour patienter et puis on ouvre le reste le 25 par exemple? Tout à fait. Tout est faisable. On peut aussi avoir comme idée, par exemple, de proposer des jeux au cours du repas pour que ça soit pas trop long, si on sent que c'est un petit peu compliqué, que ça tienne en longueur. On peut se dire aussi, tiens, il faudrait peut-être que je sorte un peu avec mon enfant pour faire quelque chose avec lui parce que je vois que c'est compliqué. Ou alors la politesse, on en parlait. Si l'enfant est d'accord, et c'est toujours intéressant de voir avec eux parce que les enfants ont énormément d'idées pour trouver des solutions, on peut leur demander est-ce qu'il serait ok pour plutôt serrer la main que faire un bisou, si c'est plus simple pour eux. Exactement. Alors, ce qui est important aussi de se rendre compte, et je sais que c'est pas toujours simple, surtout quand on a des jeunes enfants et qu'on débute et qu'on essuie beaucoup de critiques, c'est que plus on cherche finalement à justifier ses choix, plus ils paraissent fragiles à nos interlocuteurs. On n'arrive jamais à convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on finit par rentrer dans une bataille d'arguments. Et on s'enfonce. On s'enfonce, personne n'écoute personne, ça ne sert pas à grand chose. Très paradoxalement, plus on est ancré dans ses choix, plus on est sûr de ses choix, plus on ne cherche pas du tout à les justifier, on dit bah, c'est comme ça, puis c'est tout, voilà, parce que j'ai envie, et plus on sera écouté. Et ça, c'est très difficile à accepter de se dire qu'il faut parfois reculer un petit peu pour pouvoir finalement avancer après. Avec surtout quand on a très envie de convaincre. Mais oui, tout à fait. La troisième chose, il y a deux possibilités finalement quand vous allez vous rendre à votre repas de Noël. Soit vous ne laissez rien passer. Et vraiment, chaque fois que vos valeurs sont remises en cause, vous décidez de reprendre votre famille, vos interlocuteurs.
Bon. Ça peut être compliqué. Mais au moins, Mais si c'est votre marcher sur besoin, les pieds, si c'est et vraiment puis- votre besoin, après, on peut tout à fait l'entendre. Mais ça va être compliqué et l'ambiance va forcément s'en ressentir. Soit vous pouvez décider de définir un certain nombre de priorités, des choses sur lesquelles vous ne transigerez pas. En amont, vous définissez ça. Et après, le reste, vous vous dites, bon, pour une journée ou 2 journées dans l'année, finalement, on va lâcher prise. C'est pas grave si les enfants mangent une tonne de bonbons, c'est pas grave. S'ils regardent beaucoup trop d'écran. S'ils regardent beaucoup trop d'écran, c'est 2 jours dans l'année. Ce qui est important de faire, par contre, c'est de débriefer avec vos enfants avant et après sur ce genre de choses. Si par exemple les petits cousins sont traités différemment et qu'il y a un petit peu de violence dans la famille, leur expliquer avant qu'on fait différemment, que ça ne correspond pas à vos idées, mais que ça reste dans le cadre de la légalité, malheureusement peut-être, et puis en reparler avec eux après pour leur demander comment ils se sont sentis, qu'ils aient la possibilité d'exprimer ce ressenti. Une autre piste, ce serait de désamorcer la bombe avant de venir, avant de rencontrer votre famille pour les fêtes. Alors ça peut être de les contacter par une lettre par exemple. Parfois vous êtes plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral pour indiquer justement quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, ce que vous aimeriez, comment vous imagineriez Noël. Ça peut être simplement de demander par téléphone les besoins de chacun, les desiderata des uns et des autres, du coup exprimer les vôtres. Ça peut être de trouver, d'avoir une petite liste joker de pistes de sortie pour les moments où vous sentez que ça déraille un petit peu, sortir un puzzle, un jeu, proposer une petite sortie, un petit jeu de chahut pour les enfants, un petit film, pourquoi pas, je sais pas, avoir plusieurs cartes comme ça et à chaque fois que la tension est un petit peu, que ça commence à se crisper, pouvoir sortir cela. Vous pouvez aussi opter pour votre mode de fonctionnement et vous pouvez décider d'être un petit peu plus ferme que d'habitude si vous avez l'habitude de vous laisser marcher sur les pieds ou justement au contraire un petit peu plus souple si d'habitude vous êtes plutôt assez cadrant et sûr de vous vis-à-vis des autres. Oui. Alors, en définitive, si vous testez tout ça, il va y avoir des réactions positives ou négatives. Et la vraie question, la question finale, ça va être d'y aller ou pas. Quand on décide, pour une raison ou une autre, de couper le cordon, alors couper le cordon, ça peut être vraiment décider de ne plus voir du tout sa famille, mais ça peut être juste se dire, je ne participe plus à ces relations, à ces schémas familiaux, mais j'essaie d'en trouver d'autres, et si ma famille ne me suit pas, tant pis. Donc, si on décide de ne pas aller aux fêtes de Noël, il faut réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire pour nous, aux peurs que ça peut provoquer, qu'est-ce que je ressens quand je réagis comme ça, qu'est-ce que ça implique pour moi et qu'est-ce que ça implique pour les autres. Est-ce que je vais remplacer mes fêtes de Noël par quelque chose? Si oui, comment est-ce que je compte les faire? Et puis l'autre question à se poser, c'est est-ce que je vais aller chercher un prétexte pour ne pas y aller ou est-ce que je vais assumer clairement pourquoi est-ce que je n'y vais pas? Et ça, c'est pas simple. Un autre sujet, c'est vous avez décidé d'y aller. Est-ce que vous êtes en capacité d'imposer vos conditions? Et si oui, lesquelles? Par exemple, vous pourriez écourter votre voyage, votre séjour. Si vous avez l'habitude d'y rester une semaine et que vous vous rendez compte que finalement 24 heures, 48 heures c'est chouette, mais au-delà c'est pas terrible, et bien peut-être qu'il faut se limiter à 48 heures, même si vous habitez loin, il va falloir trouver une solution. Ça va pouvoir être de fêter Noël dans un environnement neutre, ni chez vous, ni chez la famille, mais dans un gîte qui pourrait tous vous réunir. Et en plus, ça a l'avantage de pouvoir être choisi à une distance équidistante de tout le monde. Et la question qu'on va se poser, c'est comment réagir du coup quand ces conditions ne sont pas prises en compte. Et là, on va revenir au point précédent, qui est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, et comment je réagis quand mes besoins ne sont pas pris en compte. Exactement. Alors, pour résumer tout ça, comme toujours, pour trouver des solutions, il faut que vous soyez créatif. Essayez de ne pas vous perdre dans des idées reçues, dans des préjugés. N'hésitez pas à tâtonner. Souvent, la solution, on ne la trouve pas du premier coup. Ça demande un petit peu de recherche et ça prend du temps. Mais le chemin est long.
Mais il faut bien commencer par, Quelque chose. par quelque chose et par un premier pas. Le chemin est long vis-à-vis de la solution, mais finalement, à chaque fois, on avance un petit Mais peu. tout à fait. Donc, Absolument. En conclusion, on voulait revenir sur les points les plus importants de la vidéo. Noël, c'est bourré d'enjeux. C'est bourré d'enjeux en termes social, sociétal, familial et vos enjeux personnels. Et ça, c'est pas simple à gérer. Noël, c'est aussi un conflit de besoins, un gros conflit de besoins entre tous les membres de votre famille, la famille éloignée, votre propre famille. Et ça, c'est une des choses les plus compliquées à gérer. D'autant plus que vient se rajouter notre fameuse mémoire traumatique, pas simplement la vôtre, mais aussi celle de tous les éléments qui composent votre famille. Et donc, autant vous dire que c'est une espèce de bombe à retardement qui explique que c'est assez compliqué de vivre cette période. Et il y a également à Noël cette obligation de jouer un rôle. Il faut absolument que cette fête se passe bien, que tout le monde soit heureux, gentil, content. Et c'est pas forcément facile à gérer. Exactement. On va vous aider dans cette démarche. Comme d'habitude, à la fin de nos vidéos, on vous propose sous forme de mini-coaching des documents bonus qui vous aident à travailler sur le sujet qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, on va vous présenter sur une petite semaine un certain nombre d'idées, de mécanismes, de documents que vous allez pouvoir remplir à votre rythme pour avancer sur ce sujet. Et vous trouverez les informations en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, on voulait vous présenter quelques livres en rapport avec le thème, même si, comme on vous l'a dit, sur Noël et la parentalité bienveillante, il n'y a pas de livre qui parle exclusivement de ça. Il y a un ou deux petits paragraphes dans Élever son enfant autrement, de Catherine Dumonteil-Crémer, qui sinon est un grand classique sur la parentalité positive et surtout sur le maternage proximal et la manière d'accueillir au mieux les premières années de l'enfant, mais ça va même plus loin, jusqu'à l'adolescence. Donc voilà, celui-ci, si vous ne le connaissez pas, allez-y, c'est une mine d'informations. Sur l'adultisme et l'agisme, alors ici le terme agisme est essentiellement utilisé comme adultisme, c'est une bonne première entrée en matière, pas trop compliquée, qui se lit bien, qui est vraiment intéressante et qui fait se poser des questions qu'on n'avait jamais peut-être pensé à se poser. Et puis sinon, je vous présente aussi le livre de Thomas Gordon, Parents efficaces au quotidien. Alors Thomas Gordon, il reprend un petit peu les idées de Marshall Rosenberg d'une façon différente. Il va beaucoup parler de l'écoute, la manière dont on doit écouter l'autre. Donc c'est important d'écouter l'autre pour qu'il puisse avoir la capacité et l'espace en fait d'exprimer ses besoins. Donc ça fait référence aux parents et aux enfants, mais c'est quelque chose qui est applicable en fait un peu partout, au niveau du couple, au niveau de la société en général. Et il est plutôt bien écrit, c'est pareil, très pratique et il se lit très bien. Pour faire la transition, le grand classique de la communication non violente de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. L'idée est que selon la manière dont vous vous exprimez, vous ouvrez des fenêtres ou vous construisez des murs. Et il se lit pareil, très facile à lire et très pratique à utiliser. Un livre un peu plus cocasse autour de la famille parfaite et de ce qu'on aimerait véhiculer comme famille parfaite. Comment ne pas être une famille parfaite de Libby Pearls, qui est assez caustique et qui explique pourquoi les familles parfaites ne sont pas très drôles et surtout comment ne pas faire une famille parfaite. Et un grand classique, Jacques Salomé, Le courage d'être soi, parce que finalement on s'est rendu compte en construisant cette émission que Noël était un exacerbateur de prise de position de ses besoins, de qui on est, de comment on est vis-à-vis des autres et particulièrement vis-à-vis de notre famille. Donc celui-ci c'est un grand classique. Vous en trouverez d'autres sur le même thème d'autres auteurs. Donc voilà, vous retrouverez toutes ces références sur notre site C'est encore loin la mer. Si vous avez aimé ces vidéos, abonnez-vous, vous les retrouverez sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à liker et à partager un maximum. Si vous avez besoin de travailler avec nous, contactez-nous, soit à Famille Naturo, soit à Happy Ménagerie. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour notre nouvelle vidéo. Mon enfant ne mange pas. Au revoir et à bientôt. À bientôt.